à tous. Merci Santé Magazine, merci Reporter, merci La Relève et la Peste. D'autres nous rejoindront probablement. Je suis Nicolas Namur du Réseau Environnement Santé et j'anime pour le RES, le collectif interassociation pour la santé environnementale. Merci d'avoir répondu à l'appel de cette trentaine d'organisations qui ont choisi de soutenir les associations Priartem et SOS MCS à l'occasion de la journée mondiale des maladies environnementales émergentes le 12 mai 2021 prochain. Pour mettre en lumière ces pathologies qui sont intrinsèquement liées à notre environnement et pourtant totalement ignorées, voire carrément méprisées. Alors que la perte de tolérance aux produits chimiques, aux champs électromagnétiques survient parfois de manière brutale et imprévisible et peut mener à des situations handicapantes, voire complètement invalidantes. Des milliers de personnes en France aujourd'hui n'ont d'autre choix que de rester cloîtrées chez elles pour se mettre à l'abri d'un environnement devenu trop toxique et complètement invivable pour elle. Sophie Pelletier, la présidente de l'association Priartem, ainsi que Christine Malferrenier, accompagnée de maître François Laforgue et de deux témoins de ces maladies, Pascal Gertsch et Jacqueline Touément, vous parleront de la nécessaire prévention et prise en charge des hypersensibilités électromagnétiques et chimiques. Je vais revenir sur ce collectif interassociation pour la santé environnementale. Le 7 avril 2021, Journée mondiale de la santé, près de 40 associations se sont mobilisées, ont publié une création. Donc, sont un collectif d'associations citoyennes de défense de l'environnement, de la santé, des droits, des consommateurs, des femmes, des familles, des professionnels, des malades, collectifs, syndicats, fédérations, qui ont demandé aux autorités de tout mettre en œuvre pour que l'environnement dans lequel nous évoluons garantisse notre santé, celle de nos enfants, de nos proches et de la population tout entière, et de faire de la santé environnementale un pilier du système de santé. Les organisations sont engagées à dénoncer les lacunes des politiques publiques, porter une voix dans les médias, porter une voix collective en santé environnementale sur une feuille de route qui nous amène jusqu'au présidentiel. On rappelle quand même l'objectif en santé environnementale pas tenu. 2006, puis l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 2011 et 2018 a qualifié le développement des maladies chroniques d'origine environnementale. L'ONU a repris en 2015 les objectifs de millénaire pour le développement durable, à savoir la diminution de la mortalité prématurée liée aux maladies chroniques de 30% d'ici 2030. Et la Commission européenne s'est récemment positionnée dans le cadre du Green Deal sur un objectif de zéro pollution en 2030. Or, force est de constater que la santé environnementale va de déboire en déboire. Le Ségur de la santé a abouti à des résultats décevants pour le personnel soignant et n'a pas du tout pris en compte la santé environnementale. Les néonicotinoïdes ont été réintroduits, la 5G a été déployée sans attendre l'avis de l'ANSES pour le climat, et puis le rapport de l'ANSES est finalement sorti et il n'a apporté aucun élément nouveau quant à la toxicité ou à l'innocuité de la 5G. Enfin, la stratégie cancer a des ambitions bien trop faibles en termes d'environnement. Et là, le PNSE 4 vient d'être publié le 7 mai. Les citoyennes et citoyens français avaient jusqu'au 9 décembre 2020 pour consulter une première version de ce PNSE 4. Or, celui-ci correspondait à des travaux préparatoires remontant à juin 2019 et qui ne faisaient pas climatique ni à crise sanitaire. Une nouvelle réunion du GSE, du groupe Santé Environnement, avec les mouvements citoyens devait se tenir le 15 février pour rediscuter. Et vendredi, nous venons de voir arriver une nouvelle version, tout droit issue des discussions interministérielles desquelles les mouvements citoyens ont totalement été exclus. Et encore une fois, voilà, il est décevant, il est toujours pas à la hauteur de l'épidémie de maladies liées aux pollutions d'origine humaine. Aucun objectif chiffré ou de ressources budgétaires n'est alloué aux actions, si ce n'est peut-être l'action 19 qui prévoit 40 millions d'euros pour la recherche sur les zoonoses. Et on rappelle quand même que le coût sanitaire et social des seules pollutions de l'air, pollution sonore, pollution perturbateurs endocriniens est de 180 milliards d'euros par an en France, soit 7,8% du PIB. La crise actuelle nous amène à engager dans un plan de relance. Donc cette crise sanitaire montre le rôle bénéfique joué par un environnement sain pour préserver la santé de chacune et de chaque forme grave de la maladie, révélatrice de ce que Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, appelait une syndémie, une alchimie maléfique entre des corps rendus vulnérables par un environnement toxique et un virus très sournois qui s'appuie sur un fort terreau d'inégalité sociale. Voilà, donc le collectif environnemental souhaite donc, à l'occasion du 12 mai 2021, journée mondiale des maladies environnementales émergentes, mettre en lumière les suspicions sur leur réalité, alors qu'elles sont bien réelles et elles tirent leur origine d'un environnement toxique vraiment bien réel lui aussi. Je vais donc maintenant laisser la parole à Christine, puis à Sophie Pelletier. Maître François Laforgue interviendra également, ainsi que nos deux témoins de ces maladies. Voilà. Vous pourrez ensuite, il y aura un temps d'échange et de questions. N'hésitez pas à vous signaler sur le chat. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Et maintenant, je donne la parole à Christine. Christine, c'est à toi. Merci au réseau Environnement Santé d'avoir permis la création du collectif interassociation pour la santé environnementale, où nous nous sommes connus avec Priartem. Pourquoi nous avons choisi la journée internationale du 12 mai pour les maladies environnementales? Initialement, c'était la journée de l'infirmière. Et depuis une dizaine d'années, nous faisons une petite action avec des associations
étrangère de chimico-sensibles pour signaler cette journée. En fait, c'est pour sortir de l'invisibilité totale, invisibilité où nous maintient l'absence de reconnaissance de notre maladie. Alors que la notion d'hypersensibilité est apparue dès 1950, que la description du syndrome date des années 70, et que sa définition précise date de 1987, les chimico-sensibles sont toujours invisibles dans d'autres sociétés. D'autant plus que leur pathologie les contraint la plupart du temps à se confiner. Confinement, distanciation sociale, les MCS connaissent très bien. Il se trouve que le syndrome de chimico-sensibilité est multiforme. Selon le ou les organes atteints, le ou les produits chimiques qui déclenchent la réaction, en fait ils sont très nombreux, il est difficile à diagnostiquer par les médecins à qui il n'a pas été enseigné. La plupart du temps, ce sont les malades qui font eux-mêmes leur diagnostic grâce à l'association SOS-MCS, bien sûr, et grâce au test de Casey, qui est sur notre site. Les chimico-sensibles sont aussi souvent électrosensibles, et ce à des degrés divers. Donc, nos deux pathologies, chimico-sensibilité et électrosensibilité, ont de nombreux points communs. D'abord, une perte de tolérance progressive ou brutale à l'occasion d'une exposition accidentelle, professionnelle ou non, déclenche la pathologie. Un beau jour. La variété des facteurs déclenchant les crises est tellement importante que ça nous est souvent reproché. Vous êtes gêné par tellement de choses, on ne sait pas quoi faire. Les chimico-sensibles et électrosensibles sont malades, déclenchent des crises, lors d'exposition à des niveaux très faibles de produits chimiques ou d'ondes électromagnétiques. Il y a des niveaux qui sont tolérés par le reste de la population, ça sera vérifié d'ailleurs, et de même qui sont dits sans effet notable pour la santé. C'est aussi vraiment à vérifier. Les effets notables pour la santé peuvent être très longs à apparaître. La chimico-sensibilité n'est pas officiellement reconnue. Elle n'est pas inscrite dans la classification internationale des maladies. Son diagnostic est difficile pour les médecins, d'autant que s'y ajoutent souvent des phénomènes psychologiques, d'anxiété, de dépression, des moments de colère qui sont bien compréhensibles pour des malades chroniques non reconnus pour malades. La double peine en quelque sorte. De ce fait, on observe souvent une errance médicale prolongée. Le chimico-sensible ne sachant pas vers qui se tourner pour obtenir qu'on le prenne en charge correctement. L'errance médicale peut être prolongée, elle peut même dans certains cas être associée à de la maltraitance, aussi bien familiale que professionnelle, sociale et même médicale. La désinsertion est souvent l'aboutissement de son parcours de malade. Le handicap n'étant pas reconnu et pas pris en charge correctement, le malade perd souvent son travail, ses amis, son logement, voire même sa famille. Plus son handicap est important, plus il suscite d'incompréhension, de rejet, de déni dans tous les domaines de la vie. L'exclusion sociale peut être totale, ce qui ne permet bien sûr pas une visibilité des malades chimico-sensibles. Ils ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas aller rencontrer leurs élus ou bien les ministres concernés par la santé. Une tentative a été faite par nos dirigeantes en 2018, nous les en remercions vivement, mais il n'y a pas eu de suite. Comme il n'y a jamais eu de suite donnée à nos demandes répétées d'études et recherches officielles sur l'éthiopathogynie de la chimico-sensibilité et de l'électrosensibilité. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas parce qu'il n'y aurait aucun intérêt commercial ou économique à trouver l'étiologie de notre pathologie, que précisément on n'en fait pas de recherche. Nous voulons moins de pollution, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas bon pour le commerce. Alors que nous faisons une action tous les 12 mai avec d'autres associations amies, cette année, nous avons décidé de le faire avec l'association Prière Thème, qui a les mêmes revendications que nous. Et ce, grâce au comité interassociatif pour la santé environnementale, que nous avons rejoint dès sa création. Nous avons même obtenu cette année que soient illuminées les chutes du Niagara en jaune et vert aux couleurs de nos pathologies. Ça sera à 21h45 heure locale. Je vais maintenant laisser la parole à notre témoin Pascal, qui représente un exemple de chimico-sensibilité. Mais il y en a de très très nombreux, très différents. Nos référents locaux ainsi qu'une liste d'adhérents qui ont accepté de témoigner pourront être contactés ultérieurement pour d'autres témoignages. Bonjour, ça fait un petit moment, ça fait 7 ans au mois de mai que je travaille plus. Je suis obligé d'arrêter de travailler parce que j'ai mal à la tête depuis en fait, tout le temps. Sauf quand je dors. Heureusement, je dors beaucoup.
c'est très pénalisant. J'ai envie de rien faire, en fait. J'ai pas de courage. J'ai envie de faire plein de choses et en fait, je fais rien. C'est pas évident pour la famille. Enfin, ils me supportent parce que ils me connaissent, donc ils savent comment ça se passe depuis le temps. Mais j'ai du mal à les repas de famille, tout ça, quand il y a du monde, quoi. J'aime bien être seul, quoi. Puis chez moi. Alors le confinement avec le Covid, ça me dérange pas vraiment. Je sors pas beaucoup, à part pour aller à des rendez-vous médicaux. Je fais quand même de la musique, c'est bon pour le moral. Ça me permet de voir avec. Je suis devenu comme ça rapport à l'essence, en fait. Je travaillais dans une casse de voiture à une époque. Et en fait, c'est l'essence sans plomb surtout qui me rappelle bien parce que je gardais presque connaissance. Et on faisait beaucoup de choses à l'essence. On nettoyait tout à l'essence. Les pièces grasses, le sol, tout. Donc on était tout le temps dedans, même les mains, on se lavait les mains à l'essence et tout ça, même le visage. Donc sans savoir que ça pouvait être dangereux. Mais bon, avec l'essence ordinaire, je me rappelle que quand même, ça allait. C'est l'essence sans plomb. Quand l'essence sans plomb est arrivée et puis que j'avais le nez dedans, c'est insupportable comme odeur. Du coup, ça me filait des tournis, quoi. Et déjà, quoi, fallait que je sorte, fallait que je prenne l'air pour réagir, quoi. Mais ça a commencé par j'avais mal aux jambes, très mal aux jambes. J'ai toujours mal aux jambes d'ailleurs, surtout le soir, comme si j'avais des crampes, quoi. Je suis à la limite de la crampe tout le temps. Le plus gênant, c'est le mal de tête. Le mal de tête, c'est pas facile à supporter. Et c'est vrai que ça, comme a dit Christine tout à l'heure, je peux me réveiller le matin en étant de mauvaise humeur, je sais pas pourquoi. Je veux pas qu'on me parle, quoi. Dès que quelqu'un me parle, je réponds sèchement. Alors c'est pas facile pour ma femme toujours, mais bon, elle est patiente. Là, je suis en cours de reconnaissance en maladie professionnelle avec Maître Laforte. J'attends, faut que je fasse une expertise. Il faut que j'aille à Paris faire une expertise d'un médecin expert, quoi. Je sais pas quand, je sais pas. Je pense que c'est eux qui me convoquent, d'après ce qu'on m'a dit. Mais le fait d'aller à Paris, déjà, ça m'énerve. Pascal, on a un petit message dans le chat. On vous demande comment s'est passé votre parcours médical, le diagnostic, et à quoi vous êtes sensible aujourd'hui. Le parcours médical, en fait, je me suis réveillé un lundi matin pour aller au boulot, et puis en fait, j'avais trop mal au crâne, quoi. Alors du coup, j'ai appelé mon chef pour dire et puis je suis pas retourné depuis, d'ailleurs. Je me rappelle, c'était un 12 mai 2014. Je me rappelle bien de la date, malgré que j'oublie beaucoup de choses. C'est mon médecin de famille qui a été vachement patient, et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Je disais pas de conneries, quoi. C'était vraiment sincère, quoi. Et du coup, au bout de 2-3 ans, je sais plus trop, j'ai cherché parce que je me suis fait quand même virer comme un malpropre de CPAM. En fait, j'étais en arrêt de travail, et puis même au bout de 3 mois, on m'avait dit que j'étais en maladie, donc en ALD. Donc je me disais bon, c'est bon, quoi, parce que d'avoir en attendant, quoi, je suis peut-être guéri d'ici là. Alors voilà. Mais en fait, non, la médecin conseil de la Sécu un peu mis dehors, en fait. Elle m'a dit que bon, j'ai travaillé dans une grosse boîte, qu'ils allaient se débrouiller avec moi, en fait. Mais en fait, ils ont pas voulu me placer. Le médecin du travail, en fait, ne voulait pas que je reprenne le travail. Mais en fait, c'était quand même, c'est mon médecin de famille, qui l'a vraiment poussé jusqu'à ce qu'elle m'envoie, s'est renseignée, elle m'a envoyé à Brest, voir un médecin spécialiste des maladies professionnelles. Du coup, c'est lui qui m'a fait faire un test, le fameux TSI, je crois. Il s'est aperçu directement que c'était ça, quoi. Et c'est lui qui m'a mis en relation avec l'association SES et MCS, en fait. J'ai pas fait ça de moi-même, je savais pas que ça existait. Quand je lui ai raconté mon parcours au travail, quoi, en fait, il a eu tout de suite un déclic. Et c'est là que ça s'est débloqué, quand j'ai su ce que j'avais. J'étais content d'être malade. Qu'on trouve quelque chose, quoi. Depuis le temps, j'avais l'impression que c'était dans ma tête, puisque j'avais beau dire non, et c'est pas dans ma tête, j'avais beau me réconforter tout seul, mais je me disais, dans un petit coin, je me dis, je dois être à moitié cinglé, quoi. Mais j'ai sûr que j'ai eu quand même des grosses déprimes, quoi. Surtout quand j'ai été licencié, et quand j'ai été à Pôle emploi, tout ça, ça m'a fait un coup, quand même. Mais bon, c'est comme ça, maintenant, je me suis habitué, quoi. Quand j'ai trouvé ma cadence de vie, quoi, assez calme, quoi. Et le mal de tête est toujours là, même en ce moment, il est plus accentué, même, encore. Mais j'arrive à gérer, quoi. Donc, faut pas que je fasse grand chose, quoi. Je me lève tard, ça fait longtemps que je suis levé. Je suis plus fatigué quand je me lève que quand je me couche, en fait. Merci Pascal. Donc Christine nous indique dans le chat effectivement qu'on retrouve votre témoignage plus complet et sur le site de SOS MCS. Donc on pourra aussi mettre le lien. Oui, voilà, Laurie Debove demande à mettre le lien dans le chat. Donc Christine ou Pascal, si vous pouvez faire ça. Je vous propose qu'on enchaîne effectivement avec le témoignage de Jacqueline pour la problématique d'électro-hypersensibilité. Vous verrez au niveau des impacts, on retrouve un certain nombre de points communs, même si effectivement le parcours de chacun est très différent. Et au niveau des facteurs qui déclenchent les troubles, on a une multitude de choses, mais on retrouve effectivement des grandes lignes. Donc Jacqueline, je te laisse la parole et puis je reprendrai la parole après toi. Merci. Bien, bonjour à tous.
Je suis Jacqueline Touénement, j'habite en région parisienne. Je suis électro-hypersensible depuis août 2012, où des premiers symptômes se sont déclarés sur mon lieu de travail. Voilà, je suis du milieu des télécoms. En fait, j'ai travaillé pendant 21 ans dans les télécoms. Et mon statut actuel est modifié puisque je suis en retraite depuis le 1er avril 2021. Donc en 2012, les premiers symptômes arrivent sans que je sache ce que c'était. L'hypersensibilité, l'électro-hypersensibilité, je n'avais juste pas notion de ce que ça pouvait être. Mais en fait, ces premiers symptômes sont arrivés suite à la modification d'un lieu de travail. En fait, j'ai changé de bureau et le fait d'être monté un petit peu au-dessus, à l'étage au-dessus, juste sous les antennes relais, est-ce que c'était dû à ça ou pas? C'était l'une des premières pistes que j'avais mis. Et en faisant le tour de mon environnement, je me suis aperçu que dans le nouveau bureau où j'étais dans un espace ouvert, donc où plusieurs personnes utilisaient en permanence donc les DECT sur base, leur téléphone mobile, et j'étais à proximité d'une borne DECT et également à proximité d'une borne Wi-Fi. Donc ça m'a pris quand même quelques jours pour faire le tour de l'environnement, à la suite de quoi je suis descendue voir le médecin du travail, qui n'a pas été étonné, qui m'a écouté très rapidement et qui m'a même orienté aussitôt vers la consultation qui se déroulait à l'hôpital Cochin. C'était une enquête sur l'intolérance environnementale idiopathique à laquelle j'ai souhaité effectivement participer parce que je pensais que ça allait m'aider en fait dans la compréhension de ce qui se passait et de me rendre compte et savoir de quelle manière en fait on pouvait aider la science. Bon, j'ai déchanté assez rapidement, surtout au vu des premiers rapports qui étaient sortis à l'issue de cette enquête, puisque du coup, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de problème, que les personnes n'étaient pas en souffrance. En revanche, la solution, c'était vraiment de les orienter vers une consultation psychiatrique. Bon, pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Surtout que, en fait, là, je me suis rendu compte qu'au fil de l'enquête, certaines mesures n'avaient pas été faites correctement. Et puis, du coup, on pouvait pas se rendre compte de la cohérence entre certains résultats relevés par des équipements de test, mais ressentis. Donc voilà, bon, ça c'était une chose. Toujours est-il que pendant 2 années, j'ai erré entre guillemets de bureau en bureau pour trouver le moins exposé, avec l'appui de la RH et avec l'appui donc de la section environnementale de l'établissement, puisqu'ils ont vraiment cherché en fait à me trouver des lieux où j'étais moins impactée. Cela étant, ça a quand même eu des incidences sur mon travail, puisque au quotidien en fait je pouvais plus aller dans les zones où il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient. Mon emploi, en fait, je m'occupais de certains projets et je me déplaçais beaucoup. Et petit à petit, en fait, j'avais vraiment des difficultés à voyager. J'étais très très mal dans les aéroports, dans les avions, dans les hôtels. J'arrivais pas du tout à me reposer à cause du déploiement du Wi-Fi, etc. Donc ça a vraiment impacté mon emploi. Et petit à petit, sur ce même site d'emploi, sur ce site des télécoms, il y a eu aussi des modifications, à savoir que peu à peu, les connexions filaires ont été supprimées et remplacées systématiquement par un déploiement massif du Wi-Fi. Donc ça a dégradé, mais de manière vraiment sensible, mon état, jusqu'à avoir une perte subite, vraiment brutale de l'audition. J'ai carrément perdu l'oreille gauche. Et un beau matin, je suis arrivée sur mon lieu de travail. Et là, c'était juste pas possible. Vraiment, cette sensation d'avoir une chape de béton qui me tombe dessus. Perte de toute l'énergie, plus capable de réagir, plus capable de parler ou quoi que ce soit. Et donc là, il a fallu en fait m'exfiltrer. Et à partir de ce moment-là, donc j'étais en arrêt chez moi pendant 2 ans et avec un long parcours de reconnaissance. Et puis, bon, ça n'a pas été très simple, mais il a fallu attendre en fait 22 mois pour que mon employeur consente à m'aider à l'aménagement d'un poste de travail. Mais en fait, c'est juste là où je suis, chez moi, à mon domicile. Et donc, j'étais arrêtée en juin 2014. Et en avril 2016, j'ai repris mon emploi, donc avec un profil de poste complètement aménagé pour moi et entièrement en télétravail. C'est-à-dire que je n'allais plus du tout sur mon site d'emploi. Donc, j'étais 5 jours sur 5 de travail en tant que travailleur isolé, avec donc mon poste aménagé, donc uniquement une connexion filaire, un téléphone filaire aussi, donc un téléphone embarqué sur mon PC. Donc, j'ai pas de téléphone, en fait. J'utilise absolument pas de téléphone portable et seul téléphone à mon domicile, c'est encore un téléphone analogique filaire qui est en bas. Donc voilà. Donc j'ai quand même pu retrouver un travail, continuer à être inséré dans mon lieu d'emploi. La période de Covid, je dirais un petit peu comme Pascal, je l'ai plutôt bien vécu, mais nettement mieux que mes collègues qui étaient sur site, parce que effectivement, le fait de travailler seul chez soi, déconnecté de toute la vie sociale, c'est quelque chose auquel moi j'étais déjà habituée depuis quelques années. Donc je n'ai pas souffert
du tout de cette période de Covid. Et aujourd'hui, en fait, donc j'ai continué à travailler 4 ans et demi comme ça jusqu'à l'arrivée de ma retraite, puisque j'étais en fait carrière longue, donc j'ai pu obtenir ma retraite au 1er avril. Voilà. Donc les difficultés au quotidien, elles existent. Dès que je sors, c'est-à-dire il faut absolument que j'évite d'aller dans les lieux où il y a des antennes, mais plus que tout, ce qui me gêne, c'est effectivement les lieux de vie sociale, que ce soit les magasins, même si aujourd'hui, enfin bon, on va parler hors Covid, hein. Les magasins, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, mais c'est terrible parce que je divague, je marche pas droit, j'ai vraiment des gros vertiges, donc faut que j'aille au pas de course au plus vite dans ces lieux-là. Et puis tout ce qui est vie sociale, tous les lieux auxquels je ne peux pas aller, ne serait-ce que la bibliothèque, en fait, j'ai trouvé des astuces pour me procurer des livres parce que je suis une grosse lectrice. Donc, en fait, je transmets mes besoins, je passe les prendre, mais jamais je peux rester plus de quelques minutes dans ce genre de lieu. Voilà. Donc, au quotidien, effectivement, ça paraît basique, mais bon, on arrive à s'en satisfaire, à s'en contenter. Mes moments de vie sociale, c'est effectivement parce que je fais énormément de randonnées. Donc, c'est le moment où je rencontre des gens, mais là où je suis en pleine nature et je vais être très bien. Mais vraiment très bien. Aussi, un autre moment de vie sociale, c'est parce que je suis adhérente d'une AMAP, donc avec distribution de légumes, accès au jardin, où là aussi c'est un lieu où je peux me ressourcer. Donc ça aussi c'est bien, ça allie la nature et puis le contact avec d'autres personnes. Je voulais aussi ajouter que jamais autour de moi, il y a eu de doute, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de mes amis, au niveau de ma famille. Jamais il n'y a eu de doute sur ce que je pouvais vivre, sur les ressentis que je pouvais avoir, ni sur l'existence de cette pathologie qui est l'électro-hypersensibilité. Et puis en décembre 2020, j'ai souhaité m'impliquer un petit peu plus au niveau de l'association Priartem. Et du coup, je m'occupe d'une des permanences le mardi matin pour l'association. Et là, pour moi, c'est vraiment très important aussi parce que c'est aussi un moment d'échange. Mais là, j'ai l'impression finalement que mon expérience et ma vie actuelle aident les personnes que j'ai à l'écoute, qui sont en extrême souffrance, qui parfois sont vraiment dans des moments quasi de dépression. Et malgré tout, le fait de dialoguer avec elles, ça permet vraiment d'apaiser leur souffrance, de revenir à un niveau de dialogue qui est vraiment très calme. Et ça permet d'avoir un échange. Et en plus, c'est extrêmement gratifiant d'aider les gens. Et qu'en retour, on ait un remerciement et qu'on les a apaisés, qu'on sait que derrière, eh bien, ces personnes vont aller mieux. Ou peut-être plus tard, peut-être qu'elles rappelleront. Et certainement qu'elles rappelleront, mais toujours est-il que c'est une relation qui est très enrichissante et qui est bénéfique à tous les sens du terme. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que je vais bien, mais toute proportion gardée, parce que cette vie sociale, finalement, j'en suis privée, et ça, c'est pas normal. Et puis qu'il y a énormément de choses à faire, effectivement, au niveau du gouvernement, qui n'écoute pas nos revendications, qui n'écoute pas nos problématiques, et qui nous laisse aussi, un petit peu au banc de la société, parce qu'il y a des tas de choses, en fait, notamment les transports en commun. Le train, c'est juste impossible. Le métro, c'est juste impossible. À quand des wagons blancs? Et puis tout ce que j'entends au sujet aussi des objets connectés pour les enfants, bon, là aussi il y a des choses à faire. Vraiment, il y a beaucoup à faire. Voilà. Merci pour ton témoignage, Jacqueline, et ça va faire tout à fait la transition avec ce que je souhaitais vous dire aussi, parce qu'on voit nos deux témoins donc ont eu entre guillemets la chance de tomber sur des médecins qui ont admis leurs problématiques, et malheureusement ça n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, au niveau de la reconnaissance et de ce qu'on sait au niveau scientifique, Christine Malfait l'a dit, il y a peu de recherches actuellement, que jusqu'à présent, c'était dans une séquence où malheureusement la science cherchait surtout à nous donner tort sur nos troubles, pour plutôt les orienter vers des troubles psychosomatiques. Mais aujourd'hui, on a quand même des pistes de recherche extrêmement sérieuses sur le fait qu'il y a une base biologique et moléculaire à nos différents symptômes, en lien avec les facteurs de l'environnement, que ce soit des facteurs chimiques ou des facteurs électromagnétiques, et notamment la place de la neurologie dans nos syndromes. Et aujourd'hui, je suis un petit peu en colère parce que malheureusement, on voit défiler beaucoup plus de sociologues. Alors, j'ai rien contre la sociologie et j'estime tout à fait cette discipline, mais on aimerait voir autant de neurologues venir se pencher sur nos problèmes
que de sociologues qui essayent de savoir comment on a entendu parler de ça et comment est-ce que on réagit à l'environnement et quelles sont nos croyances. Donc voilà, il faudrait aujourd'hui effectivement explorer très sérieusement les pistes physiopathologiques de nos problèmes parce que c'est révélateur pour l'ensemble de la société d'un problème majeur lié à l'environnement. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de médecins qui s'interrogent, qui ne sont pas au courant, et ça c'est un vrai problème, alors qu'on a des choses qui existent à l'international. Des scientifiques et des cliniciens, des médecins ont élaboré, que ça soit pour l'électro-hypersensibilité ou pour la chimico-sensibilité, des directives pour le diagnostic et la prise en charge, voire la prévention. Donc au niveau de l'électro-hypersensibilité, on a les directives de l'Académie européenne de médecine environnementale, EUROPA-EM 2016, qui existe, hein, donc depuis 2016 quand même, ça fait quand même 5 ans maintenant. On a également du côté de la chimico-sensibilité un consensus italien qui a été établi par des médecins qui donne non pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas des pistes très sérieuses pour le diagnostic et la prise en charge. Également, le fait que c'est un signal d'alerte pour l'ensemble de la société, du fait que ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui impactent la population d'une manière générale, hein, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui les susceptibilités, pourquoi on tombe subitement malade et qu'on ne peut plus supporter certains facteurs. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce qui se passe. Et donc, dans le doute, dit-on, abstiens-toi. Donc, la solution, c'est aujourd'hui d'être extrêmement prudent par rapport à tout ça et de réduire les expositions. Malheureusement, on a un cadre normatif qui n'est pas du tout protecteur, notamment vis-à-vis des enfants, puisque l'ANSES, en 2016, donc il y a également 5 ans, a écrit dans son rapport sur santé des enfants et radiofréquence, par exemple, que les normes actuelles ne sont pas adéquates pour protéger les enfants. Et depuis, il ne s'est rien passé de ce côté-là. On a toujours un cadre normatif qui est pas du tout adapté à la situation, notamment pas à la situation des publics vulnérables, notamment les personnes électro-hypersensibles pour ce qui correspond aux ondes. Mais on a à peu près l'équivalent côté chimico-sensibilité. Pourtant, c'est un phénomène qui est manifestement d'une ampleur certaine, hein, qui correspond à un problème de santé publique majeur, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres en France, mais on a quand même des chiffres à l'international, que ça soit pour la chimico-sensibilité ou pour l'électrosensibilité, et on considère que plusieurs pourcents de la population serait concernée à des degrés divers, et que, notamment sur la chimico-sensibilité, on a des chiffres qui montrent une augmentation extrêmement importante en l'espace de quelques années. Donc je vais pas être plus longue sur ce sujet-là, je voudrais passer la parole à Maître François Laforgue du cabinet TTLA, qui est l'association de nos deux associations et qui a eu à connaître effectivement un certain nombre de dossiers et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu où on en est de la reconnaissance sur ce plan-là. François ? Bonjour à tous. Donc effectivement, nous intervenons à la fois pour Priartem et pour CS dans le cadre de différents dossiers, ainsi que d'autres associations comme le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest, pour lequel on a pu intervenir pour des chimico-sensibles. Je vais peut-être scinder mon propos en deux parties. Un sur l'axe de la prise en charge du handicap lié à cette chimico-sensibilité et électrosensibilité, et le deuxième axe, la prévention. Alors sur la prise en charge, comme l'a rappelé Sophie Pelletier, nous avons obtenu la première reconnaissance en accident du travail pour un électrosensible le 27 septembre 2018 devant le tribunal de Versailles pour une personne, un agent de France Télécom. Et donc, on a engagé des procédures pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de chimico-sensibles ou électrosensibles un peu partout en France. Et nous avons également obtenu en 2014 et confirmé en 2016 l'indemnisation de préjudices subis par des personnes salariées d'entreprises agroalimentaires bretonnes qui avaient été exposés à des pesticides et qui avaient développé une hypersensibilité aux produits chimiques. Donc il y a en France des décisions de justice qui commencent à être favorables sur ce terrain-là, mais il y a également des décisions qui sont rendues par des tribunaux
pour allouer aux électrosensibles notamment des allocations adultes handicapés, comme cela a été le cas à Toulouse en 2015, donc pour un électro-hypersensible qui a obtenu cette allocation. La différence entre les deux procédures, c'est que dans la première, c'est-à-dire en reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le lien est établi entre l'exposition à des produits et la maladie contractée par la personne dans le cadre professionnel. Et dans l'autre procédure, celle qui aboutit au versement d'une allocation adulte handicapé, c'est le handicap qui est reconnu par les juridictions sans que la maladie soit nécessairement caractérisée, ou en tout cas sans qu'elle puisse être identifiée comme étant en lien avec une origine professionnelle ou une origine autre. Donc dans un cas, le lien est clairement établi. Dans l'autre cas, c'est l'handicap qui est pris en charge en tant que tel. Concernant cette prise en charge, on peut également évoquer tout un tas d'initiatives prises pour les électrosensibles ou les chimico-sensibles, à savoir l'aménagement des postes de travail ou l'aménagement du domicile, en passant par des procédures donc qu'on appelle RQTH ou devant la MDPH pour ce qui concerne l'aménagement du domicile. Bon, je pourrais revenir dessus si vous avez des interrogations. Et j'en viens au deuxième axe de nos interventions qui concerne la prévention cette fois-ci, avec une démarche notamment pour les chimico-sensibles que nous avons entreprise devant le Conseil d'État en 2020, qui est toujours en cours. Nous attendons une audience devant le Conseil d'État, qui consiste à demander à l'État de prendre des mesures pour permettre aux chimico-sensibles de pouvoir accéder à certains services, notamment dans les hôpitaux et également dans les universités ou dans les maisons départementales pour les personnes handicapées, les MDPH, ou encore dans les lieux comme Pôle emploi par exemple. C'est-à-dire qu'on assiste à une désocialisation des chimico-sensibles et électrosensibles et que malheureusement, les lieux où ils pourraient se resociabiliser ne sont pas prévus pour les accueillir, puisque concernant par exemple des lieux que je viens de citer, il y a l'utilisation de produits chimiques de façon massive et malheureusement ces produits chimiques réexposent les chimico-sensibles, pour parler d'eux, au risque de développer leur maladie. Donc on a engagé cette action devant le Conseil d'État pour notamment la création de zones blanches dans les hôpitaux, mais également la mise en place de protocoles pour accompagner les chimico-sensibles qui seraient amenés à être hospitalisés. On a essuyé un refus des ministères concernés et donc c'est la raison pour laquelle nous avons saisi le Conseil d'État. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette procédure. Parallèlement à ça, concernant les électro-hypersensibles, nous avons engagé des procédures en amont, notamment contre le déploiement de la 5G, en demandant que ce déploiement soit précédé d'une évaluation environnementale, comme cela est prévu par les textes européens. Nous attendons là aussi une audience devant le Conseil d'État sur notamment la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question sur l'application de cette réglementation imposant une évaluation environnementale dans le cas d'espèce. Voilà les quelques procédures engagées, outre bien entendu le suivi de quelques personnes concernant les compteurs Linky, et également des procédures menées contre l'implantation d'antennes relais en fonction de considérations liées aussi pas seulement à l'électro-hypersensibilité mais également au paysage ou autres. Mais donc plusieurs initiatives de cet ordre ont été menées en France. Voilà pour cette bref exposé des actions qui peuvent être menées des électrosensibles. Merci. Merci François. Donc pour terminer, on va vous présenter nos revendications aujourd'hui parce que l'objectif effectivement de cette journée, c'est d'interpeller les forces politiques à travers des partis. Christine, je te laisse intervenir pour le démarrage. Oui, alors nous voulons un cadre loyal et garantissant notre participation aux orientations en matière de recherche, de prise en charge et de prévention. L'éthique, la transparence et la concertation doivent être garanties. Nous voulons aussi le lancement de vraies recherches pour caractériser rigoureusement les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques, en termes notamment de prévalence, de signes cliniques et de facteurs de risque. Nous voulons enfin, pour ma part, un accès réel aux soins afin d'en finir avec les maltraitances médicales et sociales. Des recommandations pour une prise en charge précoce, intégrée sur le plan médical, social et professionnel, dans un parcours négocié avec le patient, doivent être édictées. Les unités de soins sans champ électromagnétique ni substances chimiques doivent voir le jour au plus tôt sur l'ensemble du territoire. Nous voulons un accès et une participation effective à la vie de la cité. Donc les principes définis par les Nations Unies d'inclusion, de non-discrimination, d'accessibilité,
du droit de vivre en milieu ordinaire, de libre circulation et de citoyenneté doivent être garantis, en particulier les déplacements, l'accès aux services publics, au logement, aux études, parce qu'on a des jeunes qui ne peuvent plus faire leurs études, à l'insertion professionnelle et aux loisirs. Nous voulons une réduction des expositions pour toutes et tous, donc une véritable politique de santé publique doit se mettre en place visant la protection de toutes et tous contre les toxiques environnementaux tout au long de la vie et tout particulièrement pendant les 1000 premiers jours de l'existence, notamment dans le domaine de la recherche, dans l'information du public, des élus, des professionnels, la formation des professionnels à l'éco-conception et à l'éco-aménagement, la réforme du cadre normatif visant les meilleures technologies disponibles et l'innovation pour réduire la source des expositions polluantes à la source, donc que ce soit les produits chimiques ou les champs électromagnétiques. Et nous voulons également la révision des normes d'exposition au regard des connaissances les plus récentes, en tenant compte des cumuls d'exposition dits effets cocktail. Donc voilà, nous avons sur cette base de manifeste, nous allons donc écrire aux forces politiques, et donc là je vous mets les signataires de ce texte et les soutiens à cette démarche que nous avons effectivement pu impulser grâce à l'initiative du collectif Santé environnementale et notamment la démarche initiée par le réseau Santé Environnement qu'on remercie chaleureusement. Nicolas, je pense qu'on a fait le tour, nous, de nos présentations. Et du coup, on peut peut-être échanger avec les journalistes présents et puis répondre à vos questions. Complètement. Donc, n'hésitez pas à vous signaler ou alors à prendre la parole directement, puisque là, je ne vois pas de prise de parole dans le chat. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, Monsieur Laforgue parlait du problème d'accès aux hôpitaux publics. Et pour les personnes électrosensibles, moi, je pensais également au problème d'accès aux services publics à cause de la numérisation à outrance de ces services publics où on a de plus en plus de choses qui passent maintenant par Internet. Donc, en fait, ces personnes sont aussi déconnectées de leurs droits. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un volet sur lequel vous travaillez? Alors, pour ce que me concerne, non. Je peux peut-être répondre. Alors, il y a deux volets, en fait. Il y a un volet du fait que les personnes, notamment les plus atteintes, sont quasiment confinées chez elles parce que dès qu'elles sortent, elles sont, et notamment dans les services publics, au contact d'antennes relais, de box Wi-Fi, de téléphones sans fil. Donc, l'accès aux services publics est extrêmement difficile. Et le deuxième volet, c'est qu'une partie de ces personnes ont beaucoup de mal à utiliser leur ordinateur ou même des fois leur téléphone, et y compris en filaire. Enfin, parmi les personnes les plus atteintes, elles sont sensibles à des choses tellement minimes et peut-être aussi en mélange avec de la chimico-sensibilité que l'accès aux technologies type ordinateur peut également poser un problème. Et j'ajouterais encore un troisième volet, c'est que pour les personnes qui sont vraiment hyper mal, et notamment dans la phase parfois aiguë au début de la pathologie, c'est qu'on a le cerveau tellement composé de yaourt, c'est qu'on est incapable de réfléchir et des fois, faire une démarche administrative, c'est juste impossible. Et moi qui vous parle et qui est tombée malade en 2011, au démarrage de mes problèmes, et je pouvais travailler 2 heures dans la journée et devoir me reposer et ne pas signer mes arrêts de travail et les envoyer comme ça parce que juste j'avais oublié de signer le papier qui allait bien. Enfin, donc il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est extrêmement invalidant et qui pose des problèmes dans toutes les démarches quotidiennes et pour faire valoir ses droits. Donc effectivement, c'est multiforme, on va dire. C'est la même chose pour les sensibles. Les problèmes de concentration, de réflexion, de brouillard sont des signes très fréquents chez les chimico-sensibles et sont extrêmement invalidants pour la gestion aussi de leur vie quotidienne et professionnelle, bien entendu. Et concernant le PNSE4, parce qu'il y a des questions, donc je crois que Priartem a fait un communiqué de presse effectivement sur le PNSE4. D'autres associations du collectif Interassociation pour la santé environnementale également, comme WECF. Donc le PNSE4, oui, le plan national santé environnement 4 a été publié ce vendredi. Donc c'est un peu court pour en faire un débrief global, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on attendait une réunion le 15 février pour en rediscuter avec les mouvements citoyens. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Là, ce PNSE4 nous arrive des ministères sans aucune consultation. Globalement, on note une omniprésence d'outils numériques au détriment d'actions sur le terrain. Encore une fois, on a des actions qui ne sont pas chiffrées, sauf les 40 millions d'euros de l'action 19 qui prévoit la recherche sur Exposome, très bien général. On a aussi le plan d'investissement d'avenir de 50 millions d'euros
travaux visant plus généralement à surveiller la biodiversité. Néanmoins, l'axe 2, réduire la pollution à la source, c'est beaucoup d'informations et finalement pas assez d'actions mises en œuvre. Et encore une fois, globalement, tout repose sur l'individu qui doit s'informer, qui doit aller chercher l'info lui-même, et pas assez de grandes mesures qui visent à éliminer les polluants de notre environnement. Voilà en quelques mots, moi, ce que je voulais dire du PNSE 4, sur lequel on va se pencher un peu plus avant. J'ajouterais, donc effectivement, on a fait un communiqué avec Priartem et SOS MCS pour un exemple tout récent du fait que nos pathologies sont invisibilisées totalement, puisque dans le PNSE 3, c'était pas formidable, mais au moins le mot existait, et il y avait une action qui était prévue, même si elle était critiquable, mais aujourd'hui, ça a carrément disparu complètement du PNSE 4. C'est merveilleux, on n'est plus malade de l'environnement, ça disparaît du plan complètement. Alors qu'on a effectivement listé tous les problèmes qu'on pouvait avoir par rapport à ça. C'était bien effectivement en lien avec le PNSE. Une autre question pour toi, Sophie, je crois, de Anne-Laure. Avez-vous eu plus de des enfants ou des adolescents avec l'école à distance? Avez-vous plus de contacts? Alors c'est difficile de mettre en rapport des choses par rapport au confinement. Nous, on n'a aucun moyen d'étudier ça, évidemment. Nous, ce qu'on sait, c'est que depuis quelques années, on voit arriver dans nos permanences téléphoniques des parents de jeunes ou même d'enfants, ce qui, il y a quelques années, n'existait pas, ou en tout cas dont nous n'avions pas connaissance. Et effectivement, on a aujourd'hui des jeunes qui doivent parfois soit renoncer à leurs études, soit les mener tant bien que mal à distance par le CNED. On a quelques cas d'étudiants qui arrivent à faire aménager, par exemple, pour passer leurs examens. Donc, on arrive localement à avoir un aménagement de la salle d'examen pour être un peu tout seul et pas soumis aux ondes, par exemple, pour ce qui concerne les électrosensibles. Et par contre, voilà, tout ça, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une politique publique en la matière, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut dénoncer, c'est le caractère aléatoire. En fonction de est-ce qu'on tombe sur un médecin qui a entendu parler de ça, qui est à peu près à l'écoute, qui est bienveillant, un chef d'établissement qui va avoir entendu parler de ça, qui va être à l'écoute, qui va être bienveillant, ou pas, on a des situations extrêmement variables. Donc on n'a pas du tout de choses qui roulent pour une prise en charge, alors qu'effectivement on a manifestement un volume, entre guillemets, excusez-moi le mot, il est pas beau, mais d'un pourcentage de la population qui est directement concernée par ces problèmes-là. Et c'est tout à fait ça qu'on critique et sur lequel on voudrait avancer. Alors, Laurie Debove de la Relève et la Peste demande justement quel pourcentage de la population est concernée. Christine a répondu pour l'hypersensibilité chimique entre 3 et 11% de la population. Et pour l'hypersensibilité électromagnétique, Sophie? Alors, on n'a pas de chiffres en France. En 2018, donc, l'ANSES a publié un rapport sur l'hypersensibilité électromagnétique, et en compilant les chiffres à l'international, c'est à peu près la même fourchette, avec un chiffre médian autour de 5% de la population. Et concernant les classes d'âge, aujourd'hui, on est sur des données anciennes, la plupart des chiffres qu'on a datent de fin des années 90, années 2000, et on n'a pas du tout de chiffres récents. Je voulais juste ajouter que nous n'avons même pas eu la chance d'obtenir une étude de l'ANSES. Nous n'existons pas, et la réponse de l'ANSES c'est non, mais il n'y a pas besoin de faire des études. L'étude sur l'électro-hypersensibilité est suffisante. Le degré zéro de l'intérêt de la part de l'ANSES. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Au sein de vos associations respectives, combien d'adhérents avez-vous? Christine ou Sophie, je vous laisse la parole. Donc nous, à Priartem, on a à peu près 1000 cotisants. Donc on a des électrosensibles, on a aussi des personnes qui ont des problèmes avec le Linky et des riverains d'antenne, donc c'est difficile de savoir exactement. Et on a des permanences téléphoniques, on tient 5 demi-journées par semaine. C'est considérable, c'est un poids, et je considère que le travail que nos bénévoles font, dont Jacqueline a parlé tout à l'heure, est vraiment admirable, parce que c'est très très difficile humainement parlant, parce qu'on a beaucoup de souffrance au téléphone et peu de solutions à leur proposer. Et donc, voilà, on a à peu près une dizaine d'appels par demi-journée. Vous faites le compte à l'année, c'est quand même énorme pour des bénévoles qui se sentent un petit peu tout seuls à gérer ce problème. Notre association ne compte que 250 adhérents environ. Ce sont tous des malades. Il y a un seul non-malade, un médecin, qui nous soutient.
Nous ne recevons évidemment aucune aide financière de la part de qui que ce soit. Nous n'avons pas de subvention publique. Nous n'en demandons pas parce que comme notre maladie n'est pas reconnue, on ne voit pas au nom de quoi on aurait des subventions. Nous avons par contre des bénévoles, enfin des référents régionaux, des personnes qu'on peut contacter par mail directement sur notre site, répertoriées dans un tableau, et ces personnes passent des heures et des heures avec chaque personne qui appelle, mais qui ne devient pas forcément adhérent. Il y a une grande peur d'être étiqueté chimico-sensible. Certaines personnes le sont, mais ne veulent surtout pas que ça se sache au niveau de leur entourage, au niveau de leur commune. Voilà. Donc, le chiffre de 250, évidemment, ne représente pas la totalité des chimico-sensibles en France. Beaucoup de personnes vivent très bien leur chimico-sensibilité parce qu'elles sont loin de tout et ne participent pas du tout à la vie sociale. Les bénévoles des permanences téléphoniques ne sont pas formés chez nous. Ce sont des chimico-sensibles et ils ne font appel qu'à leur expérience personnelle. Nous n'avons pas la possibilité de faire de formation pour le moment. Je dirais que pour Priartem, on est un petit peu sur le même schéma. On a aujourd'hui, faut quand même se figurer que pendant des dizaines d'années, les électrosensibles ont eu une réputation de gens qui vivaient dans les grottes, qui avaient peur du moindre téléphone portable qui sortait d'une poche, etc. Et donc on a un effet un peu maladie honteuse, qui est quand même encore extrêmement prégnant. Et les gens ont très très peur, s'ils parlent de ça, d'être mal vus, de risquer d'être un peu ostracisés dans leur emploi, de risque de perdre leur emploi. Et donc beaucoup de gens n'osent pas en parler effectivement. Au niveau de nos permanences téléphoniques, comme à SOS MCS, nos bénévoles, donc on a des permanences un peu générales et puis des permanences un peu plus spécifiques sur l'EHS. Donc les personnes qui répondent à l'EHS sont des personnes qui sont elles aussi malades. Elles sont pas formées pour le moment, mais pas parce qu'on ne veut pas les former, mais parce qu'effectivement comme à SOS MCS on n'a pas de moyens. Il faudrait aussi que ça puisse se faire à distance parce que comme elles sont malades, elles n'ont pas accès à une formation en présentiel. Et par contre, on essaye effectivement, de par l'action collective au sein d'une association, de faire en sorte qu'elles puissent entre elles se parler régulièrement. Donc on a mis en place des temps d'échange mensuels entre les écoutants pour qu'ils puissent partager leurs difficultés, un peu souffler, et on essaye aussi de les aider à absorber tout ça parce que c'est effectivement très compliqué pour eux. Là, à titre indicatif, depuis le mois de janvier, on a 382 appels. Et peut-être pas autant, mais des inscriptions un peu tous les jours et des demandes par mail également. C'est ça, c'est réparti dans tout un tas de thématiques entre les antennes relais, la NFR, Linky, Gaspard, l'eau, les EHS, les adhésions. Ouais. Voilà. Donc pour répondre aussi, comme SOS MCS, on touche pas de subventions. On fonctionne sur nos cotisants, nos donateurs. Par contre, Priartem est agréé au titre du ministère de la Santé, donc usager du système de santé, et au titre de l'environnement, protection de l'environnement. Et on est reconnu d'intérêt général, mais pas d'utilité publique. Alors, j'ai une question de monsieur Richard, je ne sais pas pour quel média, qui demande si on a une accélération des appels de HS. Alors, les antennes relais, on a énormément d'appels. Là, on a une recrudescence avec, effectivement, les déploiements tous azimuts d'antennes 5G. Effectivement, c'est quelque chose qui est très, très notable ces derniers mois. Nous avons, quant à nous, des problèmes avec la pandémie. Le seul inconvénient de la pandémie, à part le fait que tout le monde soit confiné comme nous. Le seul problème, c'est l'usage de désinfectants à haute dose, de sprays désinfectants, de gel hydroalcoolique plus ou moins parfumé, ce qui aggrave encore notre difficulté à entrer dans un magasin, une administration, un bureau, quoi que ce soit, un cabinet médical. C'est une horreur absolue qui a été rajoutée à notre problème d'accessibilité. C'est le seul qui a été rajouté, mais il est de taille. Je voudrais revenir un peu sur le PNSE4 parce que je ne sais pas si Madame Barral était là au début, mais quand même, on rappelle que la consultation sur le PNSE4 devait avoir lieu s'achever le 9 décembre dernier. Une nouvelle réunion devait être tenue le 15 février, réunissant les mouvements citoyens dans le cadre du GSE, le groupe Santé Environnement. Cette réunion n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas été conviés. Aucune association n'a été conviée.
Le rapport de la mission parlementaire conduit par Madame Sandrine Josso est sorti. On n'a pas l'impression que le PNSE4 ait pu en tirer beaucoup de substance. Ce PNSE4 avait été préparé en juin 2019 sans même prendre en compte la crise sanitaire ni la crise climatique. Et là, les aménagements qui ont été faits sont à minima et sont vraiment loin d'être satisfaisants pour les mouvements citoyens. Les plus compliqués à gérer au quotidien, en fait, toutes. Donc, en fait, ça dépend de chaque malade, mais nous avons très très peu de substances dans notre quotidien, le moins possible. En fait, nous, on est adeptes de la décroissance chimique et nous avons très très peu de substances. Donc, tout est insupportable au quotidien. Bon, je suis médecin. Quand j'ai des patients qui n'ont ne serait-ce qu'un gel douche parfumé sur eux, gel douche, je parle de gel douche, pas de parfum, c'est insupportable. Donc, heureusement, masque, VMC, purificateur d'air, mais tout est insupportable. Donc, au quotidien, c'est pas de transport en commun, pas de magasin, très très peu, le minimum vital. En attente pour une prise de sang et dehors, pas dans le laboratoire. Enfin, c'est tout comme ça. Tout dépend des produits auxquels nous sommes sensibles. En sachant bien qu'au début de la maladie, le nombre de produits auxquels on devient sensible est énorme. Ça se multiplie énormément jusqu'à ce qu'on trouve qu'il faut vraiment diminuer le plus possible tout ce qui est autour de nous. Mais ça peut même atteindre le papier, le journal, les encres, énormément de choses. Donc, au bout d'un certain temps, moi ça fait 12 ans, on a éliminé énormément de choses de notre quotidien et effectivement, on va mieux. C'est un petit peu le même schéma pour les électrosensibles. Ce qui gêne le plus, c'est les sources qui sont quotidiennes. Donc, sachant que en plus, les ondes, ça traverse les murs. Donc, vous êtes possiblement très perturbé par la Wi-Fi du voisin, son téléphone de bureau sans fil, les téléphones portables qui passent dans la rue, par exemple. Et alors, si vous avez le malheur d'habiter pas loin d'une antenne ou dans son faisceau, là, souvent, malheureusement, si vous êtes très sensible, soit il faut se protéger très fortement avec des matériaux qui sont efficaces mais qui coûtent excessivement cher et qui doivent être très bien, la protection doit être très très bien faite, sinon ça peut être occasionner des choses pires qu'autre chose, ou alors sinon c'est déménager dans un lieu beaucoup moins exposé. Et donc effectivement, en mettant en place ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une prise en charge qui permet de diminuer très fortement les expositions et remonter le terrain de la personne, on arrive à quelque chose qui peut redevenir gérable. Et donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui attaché au développement d'une politique publique, avec l'idée qu'une fois qu'on est devenu hypersensible, c'est très compliqué pour tout le monde, pour la personne et pour la société. Et donc l'objectif qu'on devrait poursuivre tous collectivement, c'est aucun nouveau cas. On ne devrait plus s'hypersensibiliser ni aux ondes électromagnétiques, ni aux polluants chimiques. Et de pouvoir traiter, prendre en charge dignement les personnes qui sont malheureusement tombées malades, qui sont déjà atteints par ça. Donc il y a quelque chose de fort à enclencher pour éviter ça. Et donc je vois effectivement l'idée étant de rester inséré dans la société et de considérer que ces maladies, on l'a dit un peu plus haut dans le chat, les canaries, les sentinelles pour la société, que quelque chose ne tourne pas rond, qu'on est en train, que ça soit au niveau des produits chimiques ou au niveau des ondes électromagnétiques, les multiplier dans le quotidien, de multiplier les effets cocktails, et que force est de constater que ça atteint la santé de tous. Sur la prévalence, l'augmentation du nombre de personnes, c'est difficile pour nous de répondre parce que, comme vous a expliqué Christine, toutes les personnes déjà ne savent pas qu'on existe, viennent pas, on n'est pas forcément au courant de tout, et c'est pour ça qu'on réclame aussi des études d'épidémiologie pour avoir connaissance de l'ampleur du phénomène en France et de son évolution. Et ça fait des années qu'on réclame ça et que il se passe rien de ce côté-là. Donc, recrudescence des appels, en fait, on a énormément de riverains qui nous contactent parce que déjà, ils veulent s'opposer à l'implantation de nouvelles antennes parce qu'effectivement, ils ont compris qu'en ayant des antennes qui s'implantent à côté de chez eux, leur exposition va augmenter et que manifestement, ça peut occasionner des problèmes de santé. Donc on a énormément de gens qui sont alertés là-dessus et qui veulent déjà s'opposer aux antennes relais. Après, on a effectivement des remontées d'électrosensibles qui parfois ont réussi à se mettre quelque part et à vivre plus ou moins comme ils peuvent et nous dire « Ah là là, catastrophe, je viens
d'apprendre qu'une antenne, alors que ça soit 4G, mais de plus en plus de 5G, va s'implanter. Je ne sais pas quoi faire, il va falloir que je redéménage. Et il y a beaucoup, effectivement, d'inquiétudes chez les personnes. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été avec nous. J'espère qu'on a récupéré vos adresses mail pour vous envoyer les documents dès que possible. Et puis donc vous pouvez nous joindre. Vous avez nos numéros dans le communiqué de presse. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Christine ? Je n'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. François.